un monarque des vagues. En pleine mer, le majestueux paquebot subissait une série de tests de performance exigeants. Il s'agissait de ces tests officiels. Essais en marin à bord se trouvaient les inspecteurs représentant à la fois les constructeurs du navire, Hunt Brown et compagnie, et ses futurs opérateurs, les Sling Cunard. Le commandant depuis la passerelle était le capitaine Sir Edgar Britton, un homme dont la carrière maritime avait débuté modestement à bord d'un petit voilier d'un 000 tonnes. Des décennies plus tard, il se trouvait à la tête d'une Léviathan de 80 000 tonnes alors que ses moteurs vrombissaient à pleine vitesse. Le nom du navire se reflétait dans les rayons du soleil. Reine Marie, un symbole éclatant de triomphe pour tous ceux qui avaient contribué à sa création. Ce fut un moment de gloire, même si, quelques années auparavant, ce même navire était resté inachevé. Une coque rouillée laissée à l'abandon sur la cale de halage, perdue dans les profondeurs de la mer. La Grande Dépression qui suivit fut l'histoire remarquable de la façon dont Hunt Brown et compagnie, l'un des constructeurs navals les plus compétents au monde, a transformé cette coque abandonnée en l'un des paquebots transatlantiques les plus légendaires de l'histoire, le puissant Queen Mary. Le nom de Hunt Brown était depuis longtemps synonyme d'excellence dans la construction navale. Des paquebots ayant battu des records tels que le Lusitanie et Aquitaine aux puissances navales comme M. Hood et HMS Renown, leur réputation était sans égale. Le chantier naval de la compagnie se dressait fièrement dans Skidbank, Écosse, à peu près 9 km ou 5 miles à l'ouest de Glasgow, à côté du rivière Clyde. Voici une photographie aérienne de la cour telle qu'elle apparaissait en 1934, et là, en plein centre, se trouve le Reine Marie en cours de construction. Si vous vous étiez tenu de l'autre côté de la rivière ce printemps-là, face à la quai d'aménagement, vous auriez alors aperçu l'immense coque du Queen Mary dominant l'horizon, une montagne d'acier imposante qui dominait Skidbank depuis plus de 100 ans. 2 ans s'il revenait désormais aux ouvriers de Hunt Brown d'achever ce géant des mers et de le préparer pour son voyage inaugural. Pour saisir la véritable ampleur de leur défi, nous devons d'abord comprendre dans quel état se trouvait le Queen Mary à cette époque, avril 1934. Lorsque les travaux s'étaient arrêtés à nouveau 1930 et sa structure venait tout juste de prendre sa forme reconnaissable. Comme pour tout navire, la construction a commencé par le quille. Déposé dans 1930, cela constituait l'épine dorsale du navire, une poutre d'acier massif courant sur presque toute sa longueur. 1,19 pieds de longueur du navire. Il était sécurisé avec 3 couches de plaques de quille, chacun d'environ 3 pouces et demi d'épaisseur. De part et d'autre de cette poutre centrale couraient 7 poutres longitudinales, reliées entre eux par un réseau de planchers en acier qui était riveté en place, avec des plaques ajoutées au-dessus et en dessous pour former un double fond. Une structure cellulaire étanche conçue pour la résistance et la flottabilité. À cette base étaient fixés les énormes escadres transversaux, d'immenses nervures d'acier qui définissaient la forme du Queen Mary. Ces structures étaient installées 36 pouces d'écart au milieu du navire, se resserrant jusqu'à juste 24 pouces à l'avant et à l'arrière. La coque est ainsi détendue, ce qui lui permet de fléchir naturellement par mer agitée. Si les membrures avaient été trop rapprochées, la structure aurait pu devenir excessivement rigide, risquant des fissures, voire une rupture catastrophique. Chaque troisième cadre était un cadre web, fortement renforcé par des plaques d'acier supplémentaires pour une rigidité accrue, et comme le Queen Mary était si vaste, elle nécessitait davantage de ses supports que la plupart des navires de son époque. Le long de ces cadres se trouvaient un plongeron longitudinaux qui, ensemble, formaient une structure à la fois incroyablement solide et résistante, capable de supporter les violents mouvements de l'Atlantique. Une fois la structure terminée, les ouvriers ont commencé à fixer les plaques de coque, d'immenses plaques d'acier plate, rivetées à l'intérieur et à l'extérieur pour former la coque du navire. En partant de la quille, les plaques étaient installées en longues rangées horizontales, appelées à se redresser. La première rangée de chaque côté de la quille était appelée l'agarre-bord droité à partir de là. Chaque nouvelle virure se voyait attribuer une lettre par ordre alphabétique au fur et à mesure qu'elle remontait le long de la coque. Chaque plaque a été fixée à l'aide de dizaines de rivets, souvent disposés en double ou triple rangée. Chaque trou de rivet devait être poinçonné avec précision de machines spécialisées pour garantir un alignement parfait. Après quoi des équipes de riveteurs ont procédé à l'usinage. Rivets en fer rouge le mettre en place en les martelant fermement pour sceller l'acier de façon permanente. Au fur et à mesure de la pose du plaquage, la coque était renforcée par support en bois pour la stabiliser sur la cale de halage. Des échafaudages verticaux furent ensuite construits, s'élevant étage après étage afin que les ouvriers puissent continuer à riveter les sections supérieures. À la proue comme à la poupe, 2 pièces monumentales de métal forgé, le moulage de tiges, furent installés. Ces composants massifs formaient les extrémités du navire et représentaient un exploit d'ingénierie extraordinaire. La fonderie responsable d'Arlington a dû agrandir ses installations juste pour pouvoir mener à bien le projet. Le moulage de tiges d'arc-sol mesurait 130 pieds de longueur. Une fois assemblée, elle atteignait la hauteur d'un bâtiment de 10 étages. Des ouvertures ont ensuite été découpées entre les cadres dans le revêtement de la coque pour milliers de hublots.
qui illuminerait plus tard les cabines des passagers et les espaces publics. Même à ce stade, des millions de rivets avaient été utilisés, et au moment où la construction s'est terminée, le total atteindrait 12 millions, avec un poids total d'environ 4,000 tonnes, presque égal au déplacement de 2 destroyers de classe Fletcher. Ce travail monumental, la pose de la quille, l'érection des membrures et le revêtement de la coque, consistait à environ 80% terminé lorsque le chantier naval a été contraint de fermer ses portes en décembre 1931, une conséquence directe de la Grande Dépression. Lorsque les travailleurs sont finalement revenus 2 ans et 4 mois plus tard, ils reprirent leur travail exactement là où ils s'étaient arrêtés, achevant la coque par septembre 1934. Bien qu'encore vide, dépourvue des chaudières et des machines massives qui la propulseraient un jour à travers l'Atlantique, la coque seule pesait 36,000 tonnes. Le lancement en toute sécurité d'une structure aussi colossale a nécessité des mois de préparation minutieuse. Un 0,19 pieds de longue Queen Mary risquait de s'échouer de l'autre côté du rivière Clyde. Pour éviter cela, 2 tâches majeures ont été entreprises. Premièrement, les ingénieurs 5 acres dragués et élargissent du fleuve et de ses berges pour créer une profondeur suffisante. Deuxièmement, des milliers de tonnes de ballast étaient fixées à la coque pour limiter ses mouvements après son entrée dans l'eau. Au total, 350 tonnes de chaînes de traînage étaient fixées sous le navire pour freiner sa progression. Après de nombreux calculs et même des essais sur maquette, l'équipe de Hunt Brown a déterminé que la coque, pesant 36,000 tonnes, glisserait exactement à 194 pieds avant de s'arrêter. Sur 26 septembre 1934, le jour tant attendu du lancement est enfin arrivé. Malgré une pluie continue, une foule d'environ 200 000 spectateurs se réunit pour assister à un événement historique. Afin que le navire se détache nettement sur les photographies en noir et blanc, sa coque avait été peinte. Blanc éclatant, contrastant fortement avec le fond gris de Kilbuck. Le roi George V et reine Marie de Tequel monta sur l'estrade cérémonielle. Jusqu'à cet instant, le nom du navire était resté secret. Il était simplement désigné sous le nom de coque 534. Puis la reine Marie en personne coupa le ruban, déclarant que le paquebot porterait son nom. Une rupture avec les traditions habituelles de Cunard en matière de dénomination et un clin d'œil à une ère moderne et tournée vers l'avenir. Une salve d'applaudissements remplit l'air lorsqu'une bouteille de vin mousseux australienne se brisa contre la proue. Quelques instants plus tard, un grondement sourd et retentissant signala que l'immense coque avait entamé sa descente. Cale de halage recouverte de suif. C'était le moment de vérité. La coque allait désormais subir des contraintes plus importantes que jamais auparavant. Les ingénieurs retenaient leur souffle tandis que le navire atteignait le point critique à mi-chemin. La moitié de sa structure flottant et l'autre moitié encore échouée sur la cale de halage. Sous l'énorme contrainte, la coque s'est fléchie vers le haut du pouces puis s'est affaissée vers le bas par 2. Mais grâce à des poutres renforcées et à la décision de retarder la découpe des ouvertures pour les portes et les fenêtres, la structure a tenu bon. En seulement 100 secondes, la grande coque blanche du Reine Marielle flottait pour la première fois. Des acclamations ont retenti lorsqu'elle a envoyé une vague de 2 pieds déferlants sur la rive opposée, inondant les tribunes des spectateurs. Les modèles de test s'est avérés presque parfaitement précis. Les prévisions de voyage à 194 pieds saine réalité, elle n'a bougé que 2 pieds plus loin avant de s'arrêter. Une fois amarrée au quai d'aménagement, d'équipes d'ouvriers ont afflué à bord pour entamer la prochaine phase massive, l'installation du machine du navire. Tout sur le Reine Marie était colossal. Gouvernail Psy 150 tonnes, le plus grand jamais construit pour un paquebot. Chacune de ces 4 hélices en bronze, mesurant 20 pieds de largeur et pesait 35 tonnes, devait être coulée avec une précision irréprochable. Une seule erreur aurait pu coûter plus de 330 $0 en valeur moderne. 5 gigantesques roues dentées, chacun pesant 60 tonnes, étaient produites pour ces moteurs à turbine, leur dent affûtée et à l'intérieur 1 millième de pouce, un processus qui prend presque 2 mois par roue. Son encre sont également battus des records, 16 tonnes chacune, conçues pour être encastrées dans la coque afin de réduire la résistance au vent. D'immenses grues ont descendu 24 chaudières Yarrow et 4 groupes de turbines par son saut plus profond du navire. La vapeur surchauffée, atteignant 700 degrés F à 400 livres par pouce carré, entraînerait des rotors de turbines pesant 40 tonnes, tournant à 3000 tours par minute générés 50 000 chevaux par moteur. 4 énormes condenseurs ont été installés, chacun avec 41 000 pieds carrés à surface de refroidissement pour reconvertir la vapeur usée en eau. L'énergie était fournie par 4 turbogénérateurs construits par Thomson Houston britannique, avec 2 sauvegardes de générateurs à kérosène capables de maintenir les systèmes d'alimentation électrique du navire pendant 36 heures en cas d'urgence. Chacune de ces machines coûteuses et de haute précision a été soigneusement mise en place, ouvrant la voie au navire. Superstructure et intérieur prendre forme. À l'intérieur, des cloisons et des passages étaient rivetés, formant le labyrinthe de couloirs et d'espaces publics du paquebot.
Un réseau complexe de conduits de ventilation était relié à d'imposants ventilateurs et prises d'air situées sur le pont. Pont du bateau, capable d'aspirer de vastes volumes d'air pour les faire circuler dans le navire 80 000 tonnes intérieures. Après presque 20 mois grâce à ces travaux d'aménagement incessants, la coquille vide s'est transformée en un vaisseau vivant et respirant. Vint ensuite l'installation de son 3 entonnoirs, chacune suffisamment large pour que 3 locomotives puissent y passer côte à côte. La cheminée avant était aussi haute qu'un bâtiment de cet étage tandis que les autres étaient légèrement plus courtes. Équipées des sifflets typhon à vapeur accordés sur une profondeur basse là, leur tonalité résonante pouvait être entendue à 10 miles de la chaque sifflet pesait 1 tonne. Alors que l'extérieur touchait à sa fin, les travaux intérieurs s'accéléraient. Des centaines de cabines, salles de bain et espaces publics ont été confectionnés avec un souci extraordinaire du détail. Aucune dépense n'a été épargnée, plus de 56 variétés de bois ont été utilisées, notamment ébène, jacaranda, bois de zèbre, acajou, bois violet, sycomore, orme et bouleau. Le navire s'est transformé en galerie d'art flottante, décorée de peintures à l'huile, panneaux de gesso sculptés, verres gravés, reliefs en bronzite des peintures murales. Dans le grill de véranda de première classe, artiste Dory Zinkesna créé un 1000 pieds carrés fresque, tandis que surpondé, une piscine à 2 niveaux balconcés, un plafond en nac. Dans le restaurant de classe cabine, une vaste carte illuminée de l'Atlantique Nord affichait la position actuelle du navire à l'aide d'un cristal miniature Reine-Marie qui se déplaçait sur son itinéraire en temps réel. Les critiques ont décrit le décor comme un mélange curieux, un mélange d'art déco, modernisme et traditionnalisme britannique. Certains l'ont qualifié de vulgarité coûteuse, mais avec le temps, les passagers ont trouvé le design chaleureux, élégant et indéniablement convivial. Extérieurement aussi, elle mêlait l'ancien et le nouveau. 3 entonnoirs reprenaient le design du Bérengère mais proportionnellement plus court. Disparus étaient les imposants et maladroites aérations du capote ancien revêtement, remplacés par des unités d'admission rectangulaires et élégantes. Pont avec sa courbe gracieuse rappelait le Mauritanie, tandis que son poupe de croiseur reflétait un design plus moderne et épuré. Une fois les dernières retouches apportées, 20 canots sauvetage, chacun propulsé par des moteurs diesel et capable de transporter 145 passagers, étaient adaptés à bossoir à gravité électrique, ce qui a permis un déploiement rapide et sûr. 2 embarcations plus petites transportaient leurs propres émetteurs sans fil, tandis que d'autres étaient prêtes à intervenir en cas d'urgence, comme la présence d'un homme à la mer. En fait, une canotte de sauvetage unique Queen Mary pouvait accueillir tous les passagers du premier paquebot à vapeur de Cunard, le Britannia. La construction du Queen Mary avait été un exploit monumental qui a failli être compromis par le désespoir économique, mais finalement, en avril 1936, elle fut guidée le long du rivière Clyde des remorqueurs pour hélisser en mer, se préparant pour Elmeden voyage. Avec ses moteurs vrombissant à pleine puissance, le capitaine Britann lieu plissé contre l'air vif écossais, le grand paquebot s'élançait, fendant les vagues avec aisance. Ce n'était pas qu'un simple navire, c'était un triomphe de l'ingénierie britannique, symbole de résilience et incontestée fierté de l'Écosse. Choc des géants de l'Atlantique. En 1936, le RMS Reine-Marie quitta Southampton pour son voyage inaugural. À son bord se trouvait un 849 passagers enthousiastes et un équipage de 100 personnes. L'élite de la société s'était âprement disputé le privilège de participer à ce voyage historique. Lorsque ces turbines atteignirent leur pleine puissance pour la première fois en service, la proue du navire fendit les vagues sans effort, glissant comme dans du beurre fondu. Mais une question résonnait dans tous les esprits. Pourrait-elle surpasser les Normandies? Un an auparavant, le magnifique nouveau paquebot français avait remporté le prestigieux ruban bleu en détrônant l'Italien Rex, établissant un nouveau record pour la traversée transatlantique la plus rapide. Normandie avait rejoint New York depuis Southampton en un temps stupéfiant de 4 jours et 3 heures. Pour la Grande-Bretagne, c'était un défi qui exigeait une réponse, et le Reine-Marie avait été conçu pour cela. Mais ces moteurs seraient-ils suffisamment puissants? Qu'est-ce qui rendait ces 2 navires si différents par leur conception et leur vocation? Le monde entier retenait son souffle tandis que naissait l'une des plus grandes rivalités de l'histoire maritime. Les origines de cette compétition légendaire remontent aux années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. La guerre, comme toujours, a servi de terrain d'expérimentation pour le progrès technologique. Avant le conflit, la plupart des paquebots étaient propulsés par des machines à vapeur à triple expansion. D'imposantes machines à piston et soupapes, impressionnantes certes, mais mécaniquement complexes et incapables d'atteindre des vitesses remarquables. Puis vint la turbine, compacte, puissante et révolutionnaire. Nombre de compagnies maritimes adoptèrent cette innovation avant même la guerre, mais c'est le conflit lui-même qui confirma sa suprématie. Cuirassés, croiseurs et destroyers parcoururent d'immenses distances à grande vitesse, tous propulsés par des turbines à vapeur. La domination de cette technologie était incontestable. Elle représentait le système de propulsion du futur.
Dans les années d'après-guerre, les nations alliées victorieuses, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, furent emportés par une vague de fierté patriotique et d'ambition industrielle. La Grande-Bretagne et l'Amérique, ayant subi d'immenses pertes dans leur marine marchande pendant la guerre, furent indemnisés par 3 des paquebots les plus modernes d'Allemagne, l'Empereur, Patrie et Bismarck, à cette époque, les plus grands navires en activité. La France, cependant, se retrouva à la traîne. Le Compagnie Générale Transatlantique, la compagnie française de la marine marchande Francheline, plus connue sous le nom de Francheline, avait perdu 30 navires pendant la guerre. Dans sa hâte de se reconstruire, elle se résolut à réaménager d'anciens cargos et de petits vapeurs. Contrairement à ses alliés, la France ne reçut aucun des grands paquebots allemands, seulement quelques modestes cargos et des navires vieillissants. Pour une nation qui avait sacrifié près de 1,7 million de vies, soit 5% de sa population, l'industrie maritime française dut se relever par ses propres moyens. Pourtant, la Francheline nourrissait des ambitions fortes. Au début des années 1920, la compagnie a commencé à commander une série de navires de plus en plus perfectionnés. SS Paris se lançait en 1921, elle devint le nouveau navire amiral. Bien que n'étant ni le plus rapide ni le plus grand paquebot des mers, son design était exquis et son aménagement élégant. Cela donna le ton aux futurs paquebots français, des navires qui privilégiaient le savoir-faire, l'art et le luxe à la taille brute ou à la vitesse. Cette même philosophie guida la création d'Oude-Gracine 1924 et l'aile de Francine 1927. Ce dernier devint un symbole célèbre du style et du raffinement français. Parallèlement, les grandes compagnies maritimes britanniques, Cunard et White Star, dépendaient fortement de leurs navires géants d'avant-guerre et des navires allemands capturés. Le trio emblématique de Cunard, Mauritanie, Aquitaine et Bérengère, représentait environ 130 000 tonnes de prestige. La White Star Line affichait un tonnage encore plus important avec son trio, olympique, homérique et majestueux, ce dernier détenant alors le titre de plus grand navire du monde. Ces navires dominaient les traversées transatlantiques et étaient des noms familiers en Europe comme en Amérique. Comparée à ces géants britanniques, la flotte de la Compagnie Générale Transatlantique paraissait modeste. Mais la France n'avait aucune intention de rester dans leur ombre. Pour rivaliser, elle devait construire un navire sans précédent dans l'histoire de la marine américaine, le plus grand et le plus rapide de tous les océans. À la fin des années 1920, la Compagnie Générale Transatlantique Francheline s'était stabilisée financièrement et était prête à défier le monopole britannique sur l'Atlantique. C'est ainsi que commencèrent les plans de leur super paquebot connu pendant sa construction sous le nom de D6 sur la cale de lancement des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. La structure primitive du navire paraissait étrange. Sa forme inhabituelle et ses contours évasés attiraient les regards curieux. Ce projet est né de l'imagination d'un ingénieur russe émigré, Vladimir Yurkovitch. Il avait travaillé en Russie sur des cuirassés avant le désastre naval de Tsushima en 1905. Cette défaite avait éveillé sa fascination pour l'hydrodynamique, l'étude des interactions entre l'eau et un navire en mouvement. Jusqu'alors, la plupart des navires présentaient des coques fines et lisses sous la ligne de flottaison, mais l'aérodynamisme avait ses limites. La proue d'un navire devait conserver une masse suffisante pour assurer sa flottabilité et sa stabilité par mer agitée. Une proue trop fine risquait d'entraîner le chavirement ou le naufrage. Yurkovitch chercha à remédier à ce problème en dotant son navire d'une large section centrale et d'un tumblehome prononcé, la coque s'élargissant vers la ligne de flottaison. Dans les années 1920, installé en France et travaillant comme dessinateur dans un chantier naval, il prit connaissance du projet de paquebot géant de la Compagnie Générale Transatlantique et proposa son concept de coque révolutionnaire. D'abord accueilli avec scepticisme, il obtint finalement le soutien d'un amiral franco-russe qui convainquit la compagnie de tester son idée dans un bassin d'essai allemand. Les résultats furent remarquables. Le modèle atteignait la même vitesse avec 20% de puissance en moins que les coques conventionnelles. En 1929, la Compagnie Générale Transatlantique approuva le projet. Le nouveau paquebot intégrerait le concept novateur de Yurkovitch. Les principes scientifiques sous-jacents s'attaquaient à 3 formes de résistance qui ralentissent tout navire. La résistance sous la ligne de flottaison, les interférences des vagues en surface et la résistance de l'air au-dessus de l'eau. La conception de Yurkovitch résolvait ces 3 problèmes. Sous l'eau, la traînée était réduite grâce à une étrave exceptionnellement fine et effilée qui fendait l'océan. Pour compenser la perte de flottabilité due à cette étrave étroite, la partie centrale était particulièrement large, assurant la stabilité et empêchant le tangage par gros temps. Au-dessus de la ligne de flottaison, la coque s'évasait vers l'extérieur et vers le haut, augmentant la masse et la robustesse là où c'était nécessaire. De plus, Yurkovitch a introduit une caractéristique révolutionnaire, l'étrave à bulbe. Les navires traditionnels généraient de grosses vagues qui les ralentissaient. Le bulbe, placé à l'avant de la proue, perturbait l'écoulement de l'eau et annulait la vague principale, réduisant considérablement la traînée. Par conséquent, même à pleine vitesse, Normandiel a traversé l'Atlantique en ne laissant presque aucune ride à sa proue.
Sur le pont, l'efficacité aérodynamique était également une priorité. La superstructure présentait des courbes élégantes avec des cheminées en forme de gouttes d'eau qui réduisaient les turbulences. La troisième cheminée, bien que factice, était judicieusement placée pour guider le flux d'air de manière homogène sur toute la longueur du navire. Ces innovations étaient essentielles car la Grande-Bretagne et l'Amérique maîtrisaient la turbine à vapeur et dominaient le transport maritime transatlantique. Les ingénieurs français, conscients de cela, optèrent pour une approche différente. Au lieu d'utiliser des turbines à entraînement direct, Normandiel se propulsait par un système turboélectrique. Ces turbines généreraient de l'électricité pour alimenter des moteurs actionnant les hélices. Ce système permettrait une pleine puissance en marche arrière et une maintenance simplifiée, sans nécessité d'engrenages complexes. Quand Normandie est lancée en 1935, elle était alors le plus grand navire existant, un majestueux chef-d'œuvre de 80,000 tonnes, fleuron de l'artisanat français. Ses intérieurs incarnaient l'élégance art déco, vitrine du savoir-faire national, financée en grande partie par des subventions publiques qui avaient suscité la controverse en France. Mais lorsque le drapeau tricolore flotta au-dessus de ses ponts lors de son voyage inaugural, tous les doutes s'évanouirent. Serait-elle également la plus rapide? Au départ de Southampton, Normandie le moteur du paquebot s'animèrent. Sa coque profilée glissa sur l'eau presque silencieusement. Pourtant, la perfection demeura insaisissable. Des vibrations secouaient sa poupe et un condenseur défectueux la priva brièvement d'un quart de sa puissance. Malgré tout, le kilométrage quotidien du paquebot augmentait régulièrement, 718 000 le deuxième jour, puis 754 le quatrième. Les passagers murmuraient avec excitation. Ils savaient qu'un record était à portée de main. Le 2 juin 1935, Normandie a presque 4 jours, 3 heures et 2 minutes de mer, à une vitesse moyenne de 29,98 nœuds, le navire entra dans le port de New York. La France avait remporté le ruban bleu. Normandiel était désormais à la fois le plus grand et le plus rapide navire de la Terre. Pour Cunard, ce fut un coup dur. Leur duo à venir, qui allait devenir le Reine-Marie et la Reine-Élisabeth, avait été conçu comme les paquebots les plus rapides et les plus grands jamais construits. Traditionnellement, les compagnies transatlantiques exploitaient des flottes de 3 navires pour plus d'efficacité, un navire assurant la traversée dans chaque sens et un autre restant à quai ou en maintenance. La Cunard entendait changer la donne. 2 navires plus grands et plus rapides pouvaient à eux seuls assurer la traversée. Le président de Cunard, Sir Percy Batt, expliquait la logique. La vitesse était déterminée par le temps nécessaire pour effectuer les traversées en toute saison, plus le temps passé au port. La taille était dictée par la capacité de passagers requise pour rentabiliser cette vitesse. En bref, plus le navire était rapide, plus il devait être gras. Mais si Batt a publiquement minimisé l'importance de cette course à la vitesse, le gouvernement britannique en attendait davantage. Après avoir sauvé le Reine-Marie, projet, lancé pendant la Grande Dépression, exigeait que le navire maintienne la suprématie britannique en mer. Normandie, après avoir battu des records, tous les regards sont tournés vers le chantier naval Owen Brown, où son rival britannique était sur le point d'achever sa construction. Visuellement, les 2 navires ne pouvaient pas être plus différents. Normandie avait un aspect futuriste, tandis que Reine-Marie reprenait fièrement les traditions de Cunard. La conception de sa passerelle et l'agencement de ses ponts rappelés. Mauritanie et Aquitaine's pont, encombrés de conduits d'aération et d'accessoires, contrastaient fortement avec Normandie's ligne épurée et moderne, témoignent de la préférence de Cunard pour la fiabilité plutôt que pour l'innovation radicale, et cela se voyait particulièrement dans la coque. Le Reine-Marie n'avait pas d'étrave à bulbes et ses lignes sous-marines étaient classiques plutôt qu'expérimentales. Malgré plus de 8000 essais sur maquette, sa coque produisait encore une vague d'étrave importante, preuve de son efficacité moindre que celle de la coque traditionnelle. Normandie, mais sa force résidait ailleurs, dans son immense pouvoir. Alors que Normandison système turboélectrique produisait environ 160,000 chevaux, Reine-Marie, 4 turbines par son du navire générait une puissance colossale de 212,000 chevaux vapeur, soit l'équivalent de la force de traction de 7 millions d'hommes ramant à l'unisson. L'envergure de son système de propulsion était immense. 4 chaufferies abritant, chacune 6 chaudières géantes, des chaudières auxiliaires, des générateurs et 2 salles des machines s'étendant sur presque toute la longueur du navire. En mai 1936, Reine-Marie prit finalement la mer. Lors de ses essais, elle dépassa les 32 nœuds, se révélant une redoutable concurrente. Mais lors de son voyage inaugural, le brouillard ralentit sa progression et elle n'atteignit New York qu'avec 2 heures de retard. Normandie est le record de la compagnie. Cunard a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une course, mais le monde entier savait le contraire. En 1936, Reine-Marie, les turbines du navire ont été poussées à leur maximum. Elle a traversé l'Atlantique 2 heures et 35 minutes plus vite que Normandie, emparant ainsi du ruban bleu pour la Grande-Bretagne. La ligne française fut déçue mais ne se laissa pas décourager. Cet hiver-là, Normandie bénéficia de modernisation, chaudières améliorées et nouvelles hélices quadripales. En mai 1937,
elle reconquit son titre, effectuant la traversée en seulement 3 jours et 23 minutes. Sa puissance avoisinait les 196 000 chevaux, témoignant du génie français. Mais la rivalité n'était pas terminée. En 1938, Reine Marielle revint équipée d'hélices en bronze au manganèse plus performantes et reprit le fonctionnement à plein régime de Normandie le meilleur temps de plus de 2 heures. Le capitaine français a envoyé un message élogieux. Bravo à Reine Marie, à la prochaine. Pourtant, la prochaine fois n'est jamais venue. En septembre 1939, un an plus tard à peine, la guerre éclata. L'agression de l'Allemagne nazie plongea l'Europe dans le conflit, mettant fin aux prestigieuses courses transatlantiques. Normandie, son dernier voyage en temps de paix, quitta le Havre en août 1939. Elle ne reviendrait jamais. Lorsque la France tomba en 1940, Normandie était bloquée dans le port de New York, un navire sans nation. Réquisitionnée par la marine américaine pour être transformée en transport de troupes, elle fut détruite par un incendie et chavira en 1942. Le Reine Marie, en revanche, elle fut transformée en un transport de troupes essentiel. Son extraordinaire vitesse, la caractéristique même conçue pour gagner des courses, sauvait désormais des vies, lui permettant de distancer les sous-marins et de transporter des dizaines de milliers de soldats sains et saufs à travers l'Atlantique. Aux côtés de sa sœur, la reine Élisabeth devint alors l'un des atouts les plus précieux des Alliés en temps de guerre. Ce qui avait commencé comme une compétition de vitesse et de prestige s'était transformé en une histoire de survie, de service et d'héritage. Un rappel que la grande course transatlantique avait produit non seulement des rivaux, mais aussi des légendes des mers. Forger la légende maritime. En 1926, les membres du conseil d'administration des compagnies maritimes Cunardile se réunirent pour décider de l'avenir de leur entreprise mondialement connue. À cette époque, la Cunard commandait une flotte de paquebots transatlantiques, quelque peu désorganisée et vieillissante, la compagnie se remettant encore des pertes subies pendant la Première Guerre mondiale. Ses services transatlantiques réguliers étaient principalement assurés par 3 géants vénérables. Mauritanie, Aquitaine et Bérengère. Chacun de ces navires possédait son propre caractère distinct et attirait un type de passager particulier. Le Mauritanie séduisait une clientèle plus jeune et plus élégante. Une brochure de la Cunard affirmait même que ses voyageurs semblaient tout droit sortis des pages d'un magazine de mode. Vanity Fair. Durant la prohibition américaine, elle acquit une certaine notoriété grâce à ses croisières animées, arrosées, juste au-delà des eaux territoriales. Aquitaine, en revanche, attirait une clientèle distinguée et fortunée de longue date, un public attaché à la tradition, à la discrétion et au formalisme, imprégné des coutumes sociales de la haute société. Parallèlement, Bérengère Berengaria devint le navire de prédilection des personnes flamboyantes et extravagantes. On disait qu'un départ à bord de ce paquebot était un spectacle éblouissant. Flash des appareils photo, journalistes à ses trousses, et toute la grandeur et l'agitation que l'argent pouvait acheter. Malgré le marketing éloquent de Cunard, la vérité était indéniable. À la fin des années 1920, le trio phare de la compagnie devenait obsolète et la ligne risquait d'être surpassée par ses concurrents étrangers. Mauritania, le navire, âgé de 20 ans à l'époque, approchait de la fin de sa durée de vie. Parallèlement, la compagnie allemande Norddeutsche Haute développait 2 nouveaux paquebots révolutionnaires, l'S-Bremen et SS Europe, et la compagnie aérienne nationale italienne se préparait à compte de Savoie et Rex. À une époque où les taille et vitesse forte de son prestige en mer, la Cunard ne pouvait se permettre d'être à la traîne si elle souhaitait conserver sa domination sur l'Atlantique. La stratégie de Cunard s'est rapidement cristallisée. La compagnie allait commander 2 navires jumeaux, destinés à être le plus grand et le plus rapide paquebot transatlantique les plus prestigieux jamais construits. Mais ces navires n'ont pas été conçus uniquement pour la gloire. Le président de la compagnie Percy Badesi a précisé que la vitesse était essentielle pour garantir des horaires fiables à travers l'Atlantique en toute saison, tandis que la taille était nécessaire pour rendre l'entreprise rentable en accueillant suffisamment de passagers payants pour compenser l'immense coût du maintien de cette vitesse. Selon les conseillers techniques de la compagnie, Cunard et Basil ne s'agissait pas de rechercher le prestige pour lui-même, mais plutôt de concevoir les navires les plus petits et les plus lents capables de satisfaire tous les besoins pratiques et économiques. Paradoxalement, cela signifiait qu'il deviendrait les navires les plus grands et les plus rapides du monde. L'introduction de ces 2 paquebots géants permettrait également à la Cunard de réduire la taille globale de sa flotte, une mesure judicieuse de réduction des coûts face au déclin de l'immigration aux États-Unis et au vieillissement de sa flotte. En 1931, les 3 navires emblématiques de la Cunard, jadis prestigieux, ne transportaient plus que 48 000 passagers, tandis que l'Allemagne Bremen a reporté 82 000 en 1928 et 88 000 en 1930. Il était clair que le moment était venu de mettre de côté l'ancien et d'adopter le nouveau. Dès le départ, les planificateurs de Cunard ont méticuleusement calculé la logistique. Les nouveaux navires jumeaux devraient entretenir une vitesse digne d'un ruban bleu de 27 à 29 nœuds pour assurer les traversées prévues.
Pour maintenir ce niveau de performance tout en dégageant des bénéfices, ils devraient chacun transporter 2,000 passagers payant de déplacer approximativement 80,000 tonnes étendant sur un 0,00 pied de longueur. De telles ambitions auraient pu paraître absurdes pour toute autre entreprise, mais le partenariat de longue date de Cunard avec compagnie de construction navale On Brown Clydebank a rendu le rêve possible. On Brown avait déjà construit le légendaire Lusitanie et Aquitaine, ainsi que de puissants navires de guerre comme Hamwood et HMS Repulsé et était le choix idéal pour cette tâche. Cependant, le krach boursier de 1929, ce projet ambitieux a failli s'effondrer. La crise économique a fait chuter drastiquement la demande de passagers et aucun assureur britannique n'était disposé à couvrir l'énorme risque financier. Sans assurance, aucun contrat à accord pourrait être signé entre Cunard et On Brown. En 1930, la nouvelle du projet de paquebot géant s'était répandue dans le public et la Cunard se tourna vers ce gouvernement britannique pour obtenir de l'aide. Pourtant, le 10 septembre, un journal exprima son scepticisme, se demandant si le Parlement devait soutenir un projet d'une telle envergure que le secteur privé ne pourrait à lui seul le financer. Un tel chef d'œuvre est-il vraiment nécessaire pour transporter des passagers à travers l'Atlantique? S'interrogeait l'éditorial. Il faut envisager la possibilité d'un échec financier. Néanmoins, le Parlement a approuvé la demande. Décembre 1930, la loi sur l'assurance Cunard, la loi a été adoptée, permettant à un assureur privé de couvrir 2,7 millions de livres sterling du coût de la construction, tandis que le gouvernement britannique garantirait les 1,5 million de livres sterling restants. Sir Percy Bates s'est révélé un stratège politique hors pair. Lorsque les chemins de fer du Sud, propriétaire de l'Esdog de Stanton face au refus d'investir les 2 millions de livres sterling nécessaires à la construction d'une nouvelle cale sèche, Bates a habilement joué sur la fierté nationale. Il a averti que sans cette cale, l'accord d'assurance du gouvernement, largement médiatisé et déjà source de prestige, ne pourrait aboutir. La pression a porté ses fruits. Le directeur général de Southern Railway, Sir Herbert Walker, céda, autorisant la création de ce qui devint le bassin de dragage du roi George V, de plus de 1,000 pieds de long, 135 pieds de large et près de 50 pieds de profondeur. Juste avant Noël 1930, le premier rivetet a été enfoncé dans la quille du paquebot encore sans nom, connu seulement sous le nom de Coque 534, le premier des 2 navires jumeaux prévus. À la fin de l'année, la quille était entièrement posée. Les premiers plans s'inspiraient fortement du Aquitaine, doté d'une poupe inversée et d'une superstructure divisée, mais ayant fait l'objet d'essais sur maquettes approfondies. 22 maquettes à l'échelle, chacune mesurant environ 200 pouces de long et plus de 8,000 essais en bassin à vagues, a perfectionné la coque pour lui donner une forme plus efficace avec un proue évasé et poupe de croiseur. Le ingénieur maritime et architecte naval journal a noté qu'à grande vitesse et en mer agitée, cette nouvelle forme de proue permettrait aux navires de naviguer en douceur et de dévier naturellement l'eau loin des ponts. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1931, mais la Grande Dépression, le choc, fut brutal. Jadis prospère, la Cunard était désormais confrontée à de graves difficultés financières. Les recettes transatlantiques britanniques avaient chuté de 9 millions de livres sterling à peine 4 millions. Il ne restait tout simplement plus d'argent pour terminer la saison. Coque 534. 2 semaines avant Noël 1931, exactement un an après le début de la construction, le chantier naval On Brown tomba dans le silence. Les sifflets retentirent et 500 travailleurs civils furent licenciés pour une durée indéterminée. La massive structure à moitié blindée du navire se dressait comme un fantôme au-dessus de Clydebank, symbole obsédant du désespoir économique mondial. Dans toute la région, les familles sombrèrent dans la misère. En 1932, la faim et la pauvreté étaient endémiques. Les enfants allaient à l'école avec pour seul aliment une demi-tranche de pain pour la journée. Pendant ce temps, en Allemagne, Brême et Européens continuaient à traverser l'Atlantique sans difficulté, tandis que le trio vieillissant de la Cunard poursuivait son chemin. Les bénéfices se sont effondrés. Même les dirigeants de Cunard ont dû s'adapter. Réduction de salaire en 1932. Mais la crise ne touchait pas seulement la Cunard, toute la compagnie était concernée. Industrie britannique du transport maritime de passagers était en pleine tourmente. Rivaline et White Star ont rencontré des difficultés similaires. Son trio, olympique, homérique et majestueux, était tout aussi obsolète. White Star avait même entamé la construction de son propre successeur, le navire à moteur Oceanic, pour finalement l'abandonner à mi-chemin. Pendant ce temps, l'Italicum de Savoie et Rexil traversa l'Atlantique avec succès, rejoignant ainsi le Bremen et l'Europa parmi les navires amiraux nationaux les plus rentables. La suprématie maritime de la Grande-Bretagne, qui constituait autrefois un pilier de son identité mondiale, était désormais réellement menacée. Dans octobre 1932, Neville Chamberlain, alors chancelier de l'Échiquier, à charge des seigneurs Wyre, un important industriel écossais, fut chargé d'évaluer l'état de la construction navale britannique.
Le constat fut alarmant. Les gouvernements étrangers subventionnaient massivement leurs paquebots, leur conférant un avantage considérable. Weir a recommandé que le gouvernement prêtait de l'argent à Cunard-Terminaire-Coq 534. Il y avait cependant un hic politique. Chamberlain a noté dans son journal que son véritable objectif était d'utiliser Hull 534 comme moyen de pression pour forcer une fusion entre Cunard et White Star Line, créant ainsi un concurrent britannique unique et plus fort sur la route transatlantique. La proposition près de 9 millions de livres sterling proposée à un taux d'intérêt très bas, cette fusion permettrait de réunir les deux entreprises légendaires. Cependant, elle éliminait également rivalité qui, pendant des décennies, les avait poussés chacun à surpasser l'autre en matière d'innovation et de luxe. Lorsque la proposition a été présentée au Parlement, elle a suscité de vifs débats. De nombreux Britanniques peinaient à nourrir leur famille et les critiques rechignaient à l'idée d'accorder des millions à une entreprise privée. Pourtant, David Kirkwood, député écossais, a présenté une défense passionnée. Il a rappelé à la Chambre les innombrables industries britanniques liées à la construction du navire, depuis les pièces moulées de l'étrave jusqu'au Darlington, turbines des rugbillettes, des tubes en acier dit Ulsal. Entre 9000 et 10000 hommes seront employés simultanément, affirmait-il. D'ici une semaine, 500 hommes reprendront le travail rien qu'à Clydebank. Cela a transformé le prêt, passant d'un sauvetage d'entreprises à création d'emplois au niveau national, un symbole de fierté et de renaissance britannique. Député conservateur Sir Joseph Nally ajouta sa propre lamentation, évoquant un voyage sur le vieux Mauritanie. « Je n'oublierai jamais ce paisible dimanche matin où, à travers la brume, nous avons vu Île-de-France devant, et peu après, le Brême, il nous a dépassés sans difficulté. Le Mortania, qui restait notre navire le plus rapide, avait alors plus de 25 ans. Enfin, sur 27 mars 1934, le projet de loi a été adopté, presque 3 ans après que les travaux aient commencé et presque une décennie depuis le début de la planification. Des milliers de lettres ont été envoyées à Clydebank pour appeler les hommes au travail après des années de chômage. 1000 travailleurs s'ils retournèrent au chantier naval au son des cornemuses. Dominant tout sur leur passage, se dressait le squelette colossal, strié de rouille, de coque 534, refuge uniquement d'oiseaux marins et de corbeaux. Bientôt, il deviendrait une merveille d'ingénierie moderne et un symbole de splendeur océanique. Elle ne serait plus connue sous le nom de coque 534. Elle deviendrait l'arme Queen Mary.